Alors, je sais pas combien d'entre vous développent en Swift ici. Voilà, il y en a deux. Bon, ok. Donc l'audience va être limitée. Vous pouvez vous en aller. Pardon? Non, je disais que je pouvais s'en aller du coup. Voilà. Vous pouvez commencer à manger. Voilà. Donc voilà, c'est une présentation que j'ai fait à FrenchKit il y a 2 semaines. Ça concerne qu'est-ce qui se passe en fait si un jour votre client il vient vous voir et puis il vous dit bah voilà le code qu'on a fait sur iOS, on voudrait bien en faire un serveur. Donc ça m'est arrivé j'avais pas beaucoup de temps pour faire la transition. Et donc j'avais pas trop le choix que de me dire on va réutiliser le code Swift qu'on a fait sur le mobile et on va le transporter sur un serveur. Et on va faire une API. Donc, le truc c'est que en fait aujourd'hui on n'a plus trop le choix en tant que développeur. On est un peu obligé de travailler sur plusieurs plateformes à la fois. C'est rare qu'on soit uniquement un développeur qui fait que du mobile, on touche toujours un petit peu du serveur, surtout si on est freelance. C'est assez fréquent maintenant d'avoir des projets sur lesquels on doit mettre un petit peu les mains dans le cambouis sur plusieurs domaines. Et donc, dans ce contexte-là, j'ai été longtemps contre l'utilisation de Linux, de Swift sur Linux, pour faire des serveurs, principalement parce que le tooling est pas terrible, il faut le dire ce qui est. Les outils de chez Apple sont prévus pour être utilisés sur Mac, et pas vraiment dans un contexte Linux. Donc on a de quoi compiler, faire du code, faire des binaires qui tournent, éventuellement les débugger quand le débugger veut bien fonctionner, mais ça s'arrête à peu près là. Malgré tout, c'est possible. Donc la première chose qu'on doit faire en fait pour faire du code portable, ça va être de faire une librairie Swift. Une librairie Swift qui va être la partie du code transportée, compilée à la fois sur iOS et sur le serveur, qui fonctionnera dans les deux contextes. Et pour ça, on va utiliser un package manager. Donc on va pas utiliser CocoaPods ou Carthage, qui étaient les package managers de base pour iOS, parce qu'ils fonctionnent pas sur Linux. On va utiliser SPM, le Swift Package Manager. Il y a un petit lien ici. Donc il y a le nouveau truc de chez Apple, qui est intégré à Swift et qui permet de gérer les packages et les dépendances. Le Swift Package Manager, c'est un truc assez puissant en fait. Bon, il fait de la gestion de dépendance, il fait un truc sympa, le mode edit, que j'aime beaucoup, qui permet en fait de récupérer un package, de le passer en mode edit, donc on peut faire des modifs locales dans le code, bricoler son code, recompiler, faire ses ajustements, sans avoir à passer par tout le cycle, je fais des modifs, je pousse, je récupère et je passe ça dans mon serveur. La raison c'est qu'en fait comme on va modulariser le code, principalement du code portable, on peut faire même plusieurs frameworks si on a envie. C'est un petit peu lourd parce que il faudrait passer par un système de push-pull à chaque fois qu'on fait des modifs. Là, avec le mode edit, on bypass tout ça. On travaille directement dans le code du serveur, par exemple, et on modifie le code portable directement. Quand ça compile, machin, on pousse et terminé. Swift Package Manager supporte pas iOS, supporte pas tvOS. Donc, c'est un peu compliqué. Mais il y a des moyens de s'en sortir. Il y a un outil que j'ai trouvé qui est écrit en Ruby qui va servir en fait à créer un framework. En fait, il va prendre le projet qui est généré par SPM, parce que SPM génère des projets Xcode. Il génère des projets Xcode pour Mac, donc en target macOS. Et l'outil en Ruby, en fait, il va modifier le projet directement pour faire un framework qui compile pour iOS. Donc ça permet en fait de gérer le problème de j'ai un package mais je peux pas l'utiliser sur iOS. Moyennant quoi, on peut commencer à écrire du code portable. Alors pour écrire du code portable, on a besoin d'un petit peu de support de l'OS parce que le problème c'est que si on commence à toucher à des fichiers, on commence à toucher à du réseau, on commence à toucher à plein de choses, le langage en lui-même il fournit pas les abstractions nécessaires pour pas avoir à s'inquiéter de sur quelle plateforme on est, à faire des diésifs à chaque fois qu'on est sur Linux ou sur Mac, etc. Donc Apple a résolu le problème pour certains trucs. Notamment sur Swift 4.2, il y a la fonction random qui a maintenant été abstraite et qui utilise les bons appels sur Linux ou sur Mac ou sur autre chose. Et pour tout le reste, il faut passer par Foundation, qui est le framework de base donc que tous les gens qui font du Mac ou de l'iOS connaissent, qui sert en fait à faire les structures de base, gestion de données, accès à des URL, accès aux fichiers, tout un paquet de choses en fait, tout un paquet de services. Et Foundation a été réécrit par des gens de chez Apple pour Linux.
Et donc il y a une grosse partie de tout ce qu'on a sur iOS qui est disponible sur Linux. Mais Foundation n'est pas complet sur Linux. Donc il y a une page de compatibilité en fait pour Foundation qui décrit ce qui est supporté, ce qui n'est pas supporté et ce qui est complet ou pas complet. Donc là, je donne quelques exemples. En fait, par exemple, le support du XML, il est partiel. Enfin, il est même en grande partie disponible, mais il y a des petits détails qui sont pas là. Donc, je connais des gens qui se battent un peu avec ça et qui font leur propre version de parsing XML, justement parce que tout fonctionne pas. Donc, il faut faire vraiment attention. Et avant de commencer à utiliser des trucs de Foundation, il faut aller regarder dans la page de compatibilité pour savoir ce qui marche. Et surtout, alors voilà, quand on fait du réseau, il y a un truc qui s'appelle SwiftNIO qui est super, qui est aussi un truc qui sort de chez Apple, bizarrement parce qu'en fait ils ont fait un nouveau framework de networking sur iOS récemment, qui oui. C'est peut-être un peu novice, donc, mais j'ai quand même une question. Je développe pas sur Mac, mais vous avez parlé de Swift pour faire du mobile, donc plutôt du front, de le migrer sous Linux, de porter du code côté serveur. Ouais. Mais sous Linux, là, c'est pour faire du back-end, c'est pas pour faire du front. Non, le front, en fait, c'est pour faire du back-end principalement parce que après, pour faire du front, on utilise des frameworks front. Enfin, je veux dire, tout ce qui est. Voilà. Quel intérêt de migrer sous Linux du Swift qui est fait pour faire du front sur mobile? Alors, je parle de la partie en fait business logique. Toute la logique business en fait qui est dans une application. J'ai eu le cas sur une appli où j'avais une grosse partie, il y a des calculs, il y a tout un paquet de choses avec de la donnée, traitement de données, qui sont vraiment la business logique de l'application. Et cette partie-là, qui traite de la donnée et qui produit de l'information, elle a de la valeur à la fois sur le mobile, dans le contexte de l'appli, et en tant que serveur. Bon, par exemple, c'est une appli de nutrition. Cette appli de nutrition, elle produit des recettes, elle fait des calculs de tas de choses en fait pour l'équilibre alimentaire. Et c'est en fait c'est du code qu'on a transformé en API pour le fournir sous forme d'API pour le web. Parce que le calcul était en front en fait et pas en back. C'est générique. Alors ce que vous appelez front en fait c'est pas vrai. On a le front qui était dans le mobile, le calcul était. Oui, mais il y a une application mobile qui est séparée en plusieurs morceaux. Il y a la partie qu'on voit, l'interface utilisateur, et toute la partie derrière business logic, donc qui fait les calculs d'équilibre alimentaire, etc. Qui elle est indépendante de cette interface. En fait, elle fournit le service en interne à l'application. On l'avait déjà découpé comme ça au départ, de dire voilà, ouais, j'ai besoin d'une recette, machin, trouve-moi une recette équilibrée par rapport à mon profil. Cette fonctionnalité-là, on m'a demandé de la mettre en serveur. Voilà, donc c'est le même traitement, le même travail, sauf qu'on va plus du tout cibler une application mobile pure, mais X utilisateurs sur un serveur. Donc il y a d'autres problématiques qui viennent se greffer forcément, hein, tous les problèmes de gestion de threading, machin. Enfin, ça c'est autre chose. On englobe en fait cette partie calcul dans un serveur, dans un framework serveur qui va permettre de produire une API. Et au départ, vu le temps disponible, en fait, il a fallu que je fasse en Swift, d'où l'idée de transporter le code et de le faire portable. Bon, la petite parenthèse sur SwiftNIO, donc c'est pour les gens qui font du réseau. NIO, c'est un truc écrit par Apple, qui fonctionne sous Linux et sur Mac, et qui a une couche de compatibilité pour iOS et qui permet de faire du réseau qui est vraiment très très bien. J'ai pas encore le fin mot de l'histoire de pourquoi ils ont fait ça, parce que ils ont déjà un autre framework de networking qui est arrivé sur iOS, tout neuf. Mais je pense que ça a une grosse relation avec ce qu'ils font avec IBM en fait, puisque IBM pousse pas mal Swift pour faire du serveur. Alors maintenant, on va parler un petit peu juste des tests, rapidement. Les tests, c'est hyper important. C'est déjà hyper important quand on fait du code en général, parce que il faut qu'on s'assure qu'il fonctionne bien, mais c'est doublement important quand on fait du code portable. Pour faire les tests, en fait, pour écrire les tests de code Swift portable, on va pouvoir utiliser le framework de test qui est utilisé sur iOS, sur Mac, qui est XCTest, en fait, qui est dans Xcode, qui a été porté sur Linux, et écrire nos tests. Et pourquoi? Parce que la première raison, c'est qu'on doit s'assurer que le code fonctionne. Le code business que vous allez porter d'un environnement à l'autre, faut qu'il fonctionne pareil, faut qu'il produise les mêmes résultats. La seconde chose, c'est que Foundation, comme il n'est pas tout à fait pareil sur Linux et sur Mac, iOS, toutes les parties de Foundation qu'on utilise, il faut tester aussi ça pour s'assurer que ça fonctionne. Et j'ai eu le cas dans un cas particulier, par exemple, le chargement d'une URL, ça marchait très bien, sauf quand je suis passé en HTTPS, et là sur Linux, il marchait plus. Donc je m'en suis rendu compte dans les tests.
Et le dernier point, c'est un peu hardcore. C'est pour débugger sur Linux, c'est vraiment compliqué. Surtout s'il y a un crash sur un serveur. Là, ça devient carrément un peu barbu. GDB. Pardon ? GDB. Ouais, ou LLDB en fait. Mais le problème, c'est quand tu es sur un serveur, justement, t'as pas forcément accès au débugger. Ton code, tu as plusieurs problèmes. En fait, tu vas configurer ton kernel pour écrire un core dump. Donc si jamais le serveur crash, tu vas avoir un fichier core. Les gens qui font du Linux connaissent un peu. Donc il faut déjà avoir configuré ton noyau pour produire des cores. Et c'est une vraie galère parce qu'il faut aller regarder après dans le debugger, faire un backtrace, regarder où est-ce que ça a planté, essayer de deviner pourquoi ça a planté. On n'a pas forcément tout le contexte. Donc c'est pas une sinécure. C'est pour ça qu'en fait, on a plutôt tendance à faire des tests, à tester et tourner le serveur sur Xcode sur Mac. Parce qu'en fait, les frameworks qu'on a maintenant, ils fonctionnent à la fois sur Mac et sur Linux, donc c'est vachement bien. Moi, je peux lancer mon serveur sur Mac, je le teste sur Mac, et après, quand je suis content, je déploie sur une plateforme. Et puis, il y a les dépendances. L'histoire des dépendances, en fait, c'est si vous avez des dépendances, et moi j'en ai un petit peu dans mon code, notamment une base de données, si vous avez des dépendances, il faut bien faire attention parce que les dépendances, c'est pas très simple à gérer non plus. SPM, il a des petites limitations qui sont, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais si on a des dépendances, on a besoin d'un package par exemple avec une version particulière, ça fonctionne. Par contre, si ce package-là, il a une dépendance avec une version particulière d'un autre package, ça marche plus. Parce que ce qu'on appelle des dépendances transitives, elles sont pas gérées. Donc voilà, c'est un peu airy. De la même façon, dans SPM, il faut utiliser ce qu'on appelle le Semantic Version Tagging, c'est-à-dire qu'en fait, il faut taguer les releases de tout ce qu'on utilise avec une version sémantique, donc V0.1.2, V0.1. Il y a une règle à respecter, sinon ça marche pas. Bon, après, le problème de la base de données, si vous avez une base de données, vous avez besoin d'une base de données dans le code, moi j'utilise SQLite, et SQLite ça marche vachement bien. Par contre, c'est un petit peu chiant à utiliser en natif, parce que c'est une librairie en C avec des appels C. Et donc, il y a un rapport qui existe qui est très très bien, qui s'appelle GRDB, en Swift, qui permet vraiment d'aller taper dans une base SQL à la fois sur iOS, sur Mac, sur Linux, de la même façon, avec le même code, avec un modèle objet. Et donc, c'est vraiment super. Voilà. Et pour déployer le code, on va utiliser Docker. Qui est très pratique pour ça, parce qu'en fait Docker, il y a des images Swift de différentes versions de Swift pour Docker, et donc maintenant la plupart des cloud providers ils permettent de déployer du Docker, donc on va pouvoir déployer du serveur Swift sur Docker. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va packer le binary, donc on va builder l'application. Moi j'aime pas trop que ce soit ma plateforme qui build mon appli. C'est-à-dire que si je fais un serveur, il y a des plateformes qui permettent très facilement de lier le code source à la plateforme, et quand vous poussez du code sur le repo, le provider est capable de rebuilder le serveur et de le relancer. Ça c'est super, mais moi j'aime pas du tout que mon provider ait touché mon code, qu'il aille le voir. Voilà. Je suis un peu parano, mais c'est comme ça. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait j'utilise une image Docker pour préparer mon serveur, pour builder le binaire. Une fois que tout est buildé, je l'extrais, je sors juste les binaires, les librairies, et je pousse ça sur mon provider. Donc je vais lui faire un container Docker, il n'y a que le binaire, il n'y a pas du tout les sources, et ça marchera très bien comme ça. Donc c'est ce que j'explique ici. Et donc comme ça, en fait, on a une petite sécurité au niveau du code. Bon, après, il y en a qui font confiance à leur provider, moi pas. Je pense qu'il existe des applications qui permettent justement de partir du binaire et de revenir au code, même si c'est pas... Oui, absolument. Tu peux faire du reverse engineering. Je suis tout à fait d'accord. D'autant plus que si tu veux pouvoir suivre les traces, les crashs que tu peux avoir sur ton serveur, tu es obligé de laisser un petit peu les symboles. Donc, ça permet de remonter. Voilà. On n'a rien sans rien. Mais au moins, si tu veux, l'idée c'est plus de te dire, attends, moi j'ai pas envie de donner l'accès à mes repos privés à un fournisseur cloud quel qu'il soit. Parce que y a de la valeur dans mon code, il y a de la valeur dans ma donnée, donc je préfère moi faire le build chez moi et ensuite envoyer ça sur le cloud. Voilà, donc c'était à propos de tout ce que j'avais à dire sur la question. Il y a pas mal d'exemples sur le web pour faire du Docker avec Swift, donc ça c'est relativement pas trop compliqué. J'avais des pointeurs dans la presse concernant la partie portabilité du code.
Et c'est à peu près tout. Voilà. Je suis assez content de ce qu'on a fait, même si Swift sur le serveur, je suis toujours pas hyper convaincu. C'est vachement sympa à écrire. Maintenant, on a des frameworks très chouettes qui permettent de faire des serveurs très facilement. Mais je fais aussi du Kotlin et du Vertex à côté. Et je trouve que ça reste une solution qui est supérieure pour l'instant. Maintenant, après, si on a un besoin un peu particulier de portabilité de code, Swift c'est pas mal. Voilà. Si vous avez des questions supplémentaires. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai juste une question sur FreeBSD. Swift, ça se porte plus facilement ou pas du tout? En fait, alors j'ai pas testé pour être honnête. Disons que ça devrait pouvoir marcher dans le sens où macOS en lui-même est un BSD. Après, le truc c'est Foundation. Et Foundation, je sais pas exactement. Je pense qu'il compile sur FreeBSD. J'ai entendu, il me semble avoir vu des commits passer. D'où ma question pour faire un serveur. Bah oui, voilà, non, mais c'est tout à fait, c'est intéressant d'utiliser FreeBSD aussi. Je ne sais pas du tout à quel niveau Foundation est stable ou fonctionne sur FreeBSD. Voilà. Donc c'est une très bonne question. Il y a peut-être un truc à creuser. Ouais. Et ouais. Voilà. Mais bon, on n'a pas enfin, c'est encore un petit peu ce que je disais en fait sur Swift, c'est que c'est encore un peu l'âge de pierre pour l'instant sur le serveur. On travaille un peu au marteau au burin avec des logs, des prints et on fait un peu comme on peut. Et donc là, s'il y a plus de temps juste pour ce projet, vous referez le back-end dans quelque chose d'autre? Bah non. Je pense partie non, ça fonctionne si tu veux. J'ai pas de raison de le changer. Ça fonctionne bien. Le truc il tourne, c'est nickel. J'ai pas de problème si tu veux à le faire tourner. Simplement, c'est pas forcément une solution que je choisirais pour chaque projet. Voilà. Là, ça tombe bien. Ça se trouve que ça a fait le boulot. Et puis les frameworks, j'utilise Vapor comme framework serveur qui est très agréable. Mais d'un autre côté, l'outillage est quand même vachement important. Et c'est vrai que quand je bosse en Kotlin avec les outils JetBrains, c'est un autre monde. Tu travailles vraiment à un niveau différent. Donc c'est un peu c'est le compromis là. Pour l'instant, c'est le compromis. Voilà. Mais il y a un gros effort, il y a une grosse poussée de chez Apple pour suivre sur le serveur. Il y a une grosse poussée d'IBM qui veut vendre ses solutions et qui pousse. On ne sait pas combien de temps ça va durer, hein, c'est comme tout. Apple a donné l'exemple il y a quelques années, pour ceux qui se rappellent. Ils ont fait des serveurs. Il y avait les Xserve, et puis ils ont arrêté. Donc voilà, ils sont rentrés dans le monde du serveur, ils en sont ressortis. Là, ils re-rentrent parce que c'est plutôt l'ingénierie qui a poussé pour ça, je pense. Et après, on verra jusqu'où ça va et si ça dure. Et si à un moment donné, Apple en a marre de payer des gens à faire des trucs pour Linux, peut-être qu'ils arrêteront. Hein. On est à l'abri de rien. Mais toute la partie notamment Foundation est open source. Donc tout étant open source, on a à peu près la sécurité que ça va continuer à marcher et qu'on peut continuer à maintenir. Et une chose importante, c'est quand on fait des trucs avec des produits open source, il faut être prêt à les maintenir si jamais il y a... Quand on a des dépendances, il faut être prêt à mettre les mains dedans si jamais il y a un truc. Ou à changer rapidement. Mais là, à changer, du coup, si c'est du Swift, il n'y a pas trop de choix, quoi. Encore quand tu fais du Java, tu peux te dire, je vais prendre mon code, je vais mettre avec un autre framework, c'est pas grave. Quand tu fais du Swift, t'as pas trop le choix. Voilà. Ouais, j'ai bien compris le besoin ponctuel que tu as eu là de porter du code Swift vers un serveur. C'est un truc assez niche. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc au final, c'est quand même un cas assez restreint. Ouais. Et du coup, d'après ce que tu as expliqué, Apple a quand même mis pas mal de moyens pour qu'il y ait un framework Swift qui puisse fonctionner sous Linux. Donc ma question, ça serait, quelle était l'intention d'Apple de faire ça? J'en sais rien. D'accord. J'en sais rien. Il y a beaucoup de code développé par Apple. Tu regardes sur GitHub, les repos Apple sont pleins à craquer. Il y a du monde qui bosse dessus. Il y a des technos qui sont développés. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils veulent absolument que Swift soit diffusé le plus possible, ce qui est probablement le but. Ils ont un partenariat avec IBM, donc il y a des histoires de gros sous derrière aussi. Ils veulent aussi montrer qu'ils sont investis là-dedans. Et donc, ça leur coûte pas grand-chose de payer des ingénieurs à faire du Linux. Hein. Et c'est très bien ce que font les technos qu'ils sont en train de développer sont super. Et on peut toujours se poser la question, puisque Apple, finalement, c'est pas leur cheval de bataille. On peut se poser la question de combien de temps ça va durer et à quel moment ils vont couper le robinet. Mais ça arrivera. Hein. On connaît Apple, hein. C'est comme toutes les boîtes, une fois qu'ils ont plus d'intérêt dans le truc, ils arrêtent. Donc après, il restera l'intérêt des gens qui travaillent dessus et la motivation des gens qui travaillent dessus, sachant que c'est des projets qui sont quand même assez complexes. Donc, on verra. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors je vous propose je te remercie, hein, et vous en prie. je vous propose de passer à la deuxième partie du meet-up, la partie networking avec le pôle. Hein, voilà. N'hésitez pas à vous rapprocher. Il y avait des messages à faire passer pour les prochains ou pas? Sinon, Non, le c'est mois prochain, on est de retour à Sofia. Ok, voilà, merci de votre attention.